Nous sommes à Saint-Martin-Vésubie, au cœur des vallées sinistrées. C'est le village le plus touché par la tempête Alex. Ici, nous rencontrons Jean-Pierre et Jean-François, voisins et amis depuis plus de 10 ans, mais surtout survivants de la catastrophe. Oh tu es un monstre. Restez tranquille un peu tous les deux. Vous vous voyez tous les jours ? Ah oui. Plusieurs fois par jour, on mange ensemble. On dort pas ensemble. On n'est pas un couple, on est de vieux amis. J'ai pas encore changé. De vieux capitaines. S'ils sont aussi complices aujourd'hui, c'est qu'ils ont traversé ensemble cette épreuve qui les a soudés à jamais. Alors, tu vois, ici, tu as une très belle vue sur le drame. Hein. Tu vois, l'eau, elle est arrivée jusqu'ici. Et votre ancienne maison, là, elle est où ? Mon bâtiment est là-bas. Cela fait plusieurs mois que les deux ne sont pas retournés sur les lieux de leur ancien habitat. Se rendre sur place est toujours un moment douloureux. On y va, mes potes. À l'hosto. Autour d'eux, des vestiges de la catastrophe. Il ne reste plus rien de leur voisinage. Leur ancien bâtiment est le seul à avoir résisté à la tempête Alex. C'est impressionnant, hein. Ah voilà, ça c'est la maison de Jean-François. Ça c'est la mienne, avec le drapeau de prière. Ça c'était celle de Michel, notre voisine. Nous découvrons d'abord le garage, tel qu'il était au lendemain du drame. Ça c'était le monsieur Rebaud qui nous a vendu l'appartement. Il a une voiture toute neuve, mais... Elle est garantie or. Ouais, il y a les clés dessus si tu veux partir. Pour Jean-Pierre, se détacher de la situation est sa manière de gérer le traumatisme. La voiture de Jean-François, je l'ai vu partir tout doucement. Elle est sortie du garage avec son capot. Elle est allée promener jusqu'en face. Voilà, là, c'était chez moi. Là. Au moment de la tempête, vous étiez où ? Vous faisiez quoi ? Ah ben, moi, j'ai dormi. J'avais mon lit ici. J'ai dormi là. D'abord, le matin, quand il y avait cette pluie qui tombait, j'ai regardé un peu, j'ai filmé, j'ai vu le petit torrent qui grossissait. J'ai dit, bon, il va faire mauvais temps. Je me suis fait un bon repas. Et puis, je suis allé me coucher et j'ai dormi. J'ai fait ma sieste. C'est là où Jean-François, il n'a pas pu me prévenir. Miraculé, ce n'est que le lendemain que Jean-Pierre réalise l'ampleur des dégâts et ce à quoi il a échappé. Donc, l'eau est montée jusque-là. Et tu imagines que mon lit était de l'autre côté. Donc, Dans son téléphone, il garde des souvenirs marquants de la catastrophe. On a trouvé au pied il y avait 3 bosquets là. Au pied du 3e bosquet, il y avait une BMW qui était complètement fouillée sous des gros blocs. Et j'ai vu une fesse qui dépassait avec un jean. Je dis, oh, il y a quelqu'un là. Malheureusement, le retraité n'était pas au bout de ces découvertes macabres. Je me mettais là. Les loups, ils venaient gratter ici, là. Tu vois ? Ah, j'ai dit, pourquoi ils grattent ici ? Il y a quelque chose à manger. Et donc, j'ai dit au sauveteur, vous savez, je pense qu'il y a ma voisine qui est là. Tu vois, ce bois-là ? Voilà, elle habitait dans ce bois-là. Par contre, l'autre voisine, Paul, qui habitait ici, elle est là. Elle est là parce que son chalet s'est écroulé ici. Le corps de votre voisine, il est là ? Oui, je pense. Je pense qu'il est là. Un événement difficile que les deux voisins n'ont pas vécu de la même manière. Le soir de la tempête, Jean-François a pu se réfugier chez un ami. À son retour, c'est le choc. On peut rentrer, vous me faites la visite. Il n'y a pas de problème. Ça tient plus ou moins. Moi, j'ai tout retrouvé, tout bouleversé. Là, c'était votre chambre, là ? Ouais, c'était ma chambre.
Ça, c'est encore votre sommier? C'était... Ça va être détruit. Depuis le premier jour, je savais que je pouvais pas... que c'était condamné, quoi. Ouais, il y a plus d'espoir depuis longtemps pour... Non, parce que... Derrière cette souffrance, une catastrophe qui a bouleversé leur vie. La tempête Alex. La tempête Alex. La tempête Alex. Une vingtaine de personnes dont on est sans nouvelles et autant de familles aujourd'hui dont la vie est en suspens, coupées du monde, sans eau potable, sans nourriture, sans électricité, sans même une connexion pour pouvoir téléphoner. 2 octobre 2020, la tempête Alex déverse 650 millions de tonnes d'eau sur les vallées de la Roya et de la Vésubie. En quelques instants, l'équivalent de plusieurs tsunamis dévaste tout sur son passage. Putain de merde! Rien n'avait fait autant de dégâts en France depuis la Seconde Guerre mondiale. Le bilan est dramatique. 10 morts, 8 disparus, 13 000 sinistrés. En une nuit, les habitants ont tout perdu et se retrouvent coupés du monde. Cet événement choque la France, à tel point qu'au lendemain, le président en personne se rend sur place. Il revient le 10 janvier 2022 pour faire le point sur la situation. Un message d'espoir pour les sinistrés qui ne veut pas être oublié. Que dans quelques jours, le préfet en charge de la reconstruction ira en mon nom annoncer des mesures d'accompagnement économique. Ils font au maximum. J'ai été les voir tout à l'heure sur le terrain, c'est très difficile d'aller plus vite, c'est déjà inédit. 1 an plus tard, où en est vraiment la reconstruction? Que sont devenus les sinistrés et jusqu'où cette catastrophe a-t-elle bouleversé leur vie? Pour le savoir, nous sommes retournés sur place et vous verrez que leur combat pour retrouver une vie normale est loin d'être terminé. En première ligne, le maire de Breil-sur-Roya, en plein cœur de la vallée. Son village a presque entièrement été enseveli sous la boue, mais il refuse de baisser les bras. Nous, on essaie le plus rapidement possible d'effacer tous les stigmates de la catastrophe. Pour d'autres, en revanche, rien ne sera plus jamais comme avant. C'est le cas de Jocelyne. Sa maison est désormais inhabitable, mais elle n'a plus les moyens de se payer un loyer. Dans quelques semaines, elle risque de se retrouver à la rue. À partir du 1er mars de cette année, c'est fini. Enfin, face à cette détresse et aux menaces qui planent sur la vallée, vous verrez que certains ont décidé d'agir, convaincus que c'est la solidarité qui les sauvera. Vous ne pouvez pas s'imaginer qu'en une journée avec 50 personnes, on pouvait faire autant de choses. Car tous ont le même objectif, faire revivre leur vallée qu'ils aiment tant. Nous sommes à Breil-sur-Roya, au cœur du village. Cet endroit n'a pas été épargné par la tempête, bien au contraire. Pourtant, 1 an et demi après, la reconstruction a bien avancé, le village a retrouvé ses couleurs. Et s'il y a bien quelqu'un qui a œuvré pour, c'est lui, Sébastien Olarane, le maire du village. À 28 ans, Sébastien Olarane est le plus jeune maire des Alpes-Maritimes. C'est ici qu'il a grandi, à Breil-sur-Roya. Il nous emmène là où la violence de la catastrophe n'a pas encore été balayée. Ici se situait l'hôtel du Castel du Roi, emporté par le torrent, comme la quasi-totalité des hébergements pour touristes. C'est forcément très difficile de venir dans des endroits de sa commune et de ne pas reconnaître ces endroits, de ne pas reconnaître sa commune. C'est quelque chose qui est évidemment très perturbant. Oui, c'est la violence de la crue de la Roya qui a quasiment coupé en deux cet hôtel. Et on voit bien qu'on ne peut pas le reconstruire à un coût raisonnable. En plus de ça, il est beaucoup trop exposé au risque pour qu'on laisse à l'avenir des gens dormir à cet endroit-là. Nous, on essaie le plus rapidement possible d'effacer tous les stigmates de la catastrophe pour que les gens ne se lèvent pas tous les matins pendant encore des années en voyant ces paysages dévastés. Alors, ils ne seront plus pareils, mais ils peuvent être mieux que des paysages de dévastation qu'on a aujourd'hui. Le terrain de l'hôtel va être racheté par l'État aux propriétaires, entièrement démoli, puis rendu à la commune pour reconstruire. Mais ce n'est pas tout ce que le torrent a emporté ici.
Alors là, on se trouve au stade. En fait, ici, il faut vous imaginer que c'était le stade de foot. Vous voyez encore d'ailleurs quelques éclairages, quelques cages qui restent. Il a été totalement emporté dans la nuit du 2 au 3 octobre par la tempête. Après la catastrophe, le lit de la Roya a triplé de largeur. Il faut donc reconstruire en s'adaptant à ce nouveau paysage. Au total, le coût de ce chantier est estimé à 10 millions d'euros et devrait se terminer en 2024. Les traces du passage de la tempête ont suivi Sébastien jusque dans son bureau. Comme souvenir peut-être encore plus impressionnant, le panneau qui indiquait la Roya, qui a été broyé par la Roya elle-même. Il est dans l'état où on l'a retrouvé au lendemain de la catastrophe. On a pas mal de souvenirs, sans compter ceux qu'on a dans la mémoire, sans compter ceux qui sont dans nos paysages, puisqu'on a des paysages malgré tout ici qui ont été vraiment transformés par la catastrophe. Sa mission aujourd'hui est de reconstruire en tirant les leçons de cette catastrophe pour en éviter une nouvelle. La carte que vous avez ici, c'est le portée à connaissance et qui identifie les zones qui sont exposées au risque d'inondation, avec l'expérience de la tempête Alex. C'est d'ailleurs à partir de ça qu'on définit les zones où aujourd'hui on ne pourra plus construire. Donc dans tous les secteurs qui sont rouges, orange, toute construction nouvelle sera impossible. Et justement, combien de constructions ont été impactées par la montée de la Roya et la tempête Alex? Nous, sur la commune, on a eu 8 biens qui ont été totalement détruits. On a 44 biens qui, suite à la catastrophe, ont dû être évacués. Pour que vraiment tout ce qui a été détruit par la tempête soit reconstruit, je pense qu'il faut compter 4 ans. La tempête a emporté les souvenirs de toute une vie pour des centaines de sinistrés dans la vallée de la Roya. En revanche, si certaines maisons n'ont pas été dévastées, d'autres ne sont simplement plus habitables. Nous sommes à Fontan, village situé à 10 km au-dessus de Breil. C'est dans cet hameau, coupé en deux par la Roya, que l'on retrouve Jocelyne Yassis. Elle fait partie des dizaines de sinistrés de la commune qui ne peuvent plus habiter chez eux. Chez elle, avant, c'était ici, au 21 rue Théophile Botton. Oh, Is. On vient d'arriver où là du coup? Chez moi. Depuis la nuit du 2 octobre, ces allées et venues sont rares. Pourtant inhabitable depuis plus d'1 an, le logement est tout sauf vidé. Dans le salon, les livres et cartons sont prêts à partir depuis des mois. Donc là, il y a encore beaucoup d'affaires à vous dans votre ancien appartement. Oui, 2 chaises, la table, tous mes bouquins. Vous n'avez pas encore pu les récupérer? Non, En fait, vous n'avez pas vraiment eu le temps de déménager, quoi. j'ai même pas eu le droit. J'ai pas eu le droit à mon canapé, c'est les gendarmes qui me l'ont emmené. Parce que j'avais demandé à la mairie, un agent de la mairie qui n'a pas voulu. Il a dit oh non, ça risque de tomber. En effet, l'appartement de Jocelyne se trouve juste derrière ce grand bâtiment gris. Situé au bord de la Roya, les fondations ont fortement été touchées lors de la tempête. À tout moment, elles peuvent s'écrouler et entraîner les maisons voisines, dont celle de Jocelyne. Vous n'allez pas trop sur le balcon, parce qu'il n'est pas très solide maintenant. Là, c'est la maison qui va être à moitié démolie. De l'autre côté, elle a été défoncée par les pierres et la rivière. Dans son foyer, chaque pièce a son lot de souvenirs, même dans la cuisine. Qu'est-ce que vous étiez en train de faire au moment de la tempête? Des crêpes. Je faisais des crêpes. Et vous n'avez pas eu peur? Non, je ne me suis pas rendu compte sur le coup. Vous n'avez pas voulu partir, vous mettre à l'abri? Non, mais j'étais obligée. Je me suis fait tirer dehors. Par qui? Par les pompiers déjà, puis après par les gendarmes. À 84 ans, cette couturière a tout connu. Passée par les plus grandes maisons de couture aux États-Unis, elle décide de revenir dans la vallée pour sa retraite. Mais aujourd'hui, l'appartement tombe en lambeaux sous ses yeux. Là, c'était quoi comme pièce? C'était ma pièce. Qu'est-ce qu'ils m'ont fichu là? Où je travaillais, j'avais ma machine à coudre. Et ça y était avant? Au mur, les taches? Non, c'est l'eau qui s'est infiltrée.
Vous y habitez plus et l'humidité vient? L'humidité, oui. Donc ça se dégrade? Parce que les murs sont pleins d'eau, oui, bien sûr, il a fallu du chauffage. Et là, il n'y en a plus. Aujourd'hui en EHPAD et atteinte d'Alzheimer, cette pièce représente les derniers souvenirs d'elle et son mari. Un endroit chargé en émotions. C'est quoi cette photo, Jocelyne? Ah, c'est mon mari et moi, à un repas du village. Vous habitiez ici ensemble? Oui, bien sûr. Ça fait 17 ans qu'on a acheté ici. Et oui, on habitait ensemble quand même. Oh tiens, il y a des choses que je vais récupérer là. Vous venez souvent pour récupérer des choses? Pas souvent, parce que quand je viens toute seule, j'attrape la colique. Pourquoi? Ça me rend malade. Ça me rend complètement malade. Je supporte pas de voir la maison comme ça. Mais tant que les travaux au niveau des fondations ne sont pas terminés, Jocelyne ne peut pas revenir chez elle. La couturière n'a donc pas le choix, elle est obligée de se reloger ailleurs. Jusqu'à quand? Même elle ne le sait pas. Je ne pense même pas y revenir. Vu mon âge, je n'y crois pas. Et ça vous fait quoi? Je pense pas. C'est pas trop dur à chaque fois que vous revenez? Si, mais bon, quand je vois l'appartement comme il est, et puis comment il était avant, ça fait de la peine. Depuis le 2 octobre 2020, Jocelyne vit un cauchemar éveillé. Mais hors de question de se laisser abattre. Sans domicile, elle retrouve un appartement par ses propres moyens. Ouais. Direction 200 mètres plus bas. Et donc avant, vous habitiez au 21, oui. Et maintenant au 4. Quelques mètres d'écart et une vie qui change du tout au tout. Désormais, Jocelyne Yassis doit faire avec un appartement plus petit. Fini la pièce dédiée à la couture ou à l'écriture, tout est au même endroit, le salon. Et malgré les quelques souvenirs récupérés tant bien que mal, les problèmes causés par la tempête Alex continuent de s'accumuler. Son assurance a pris en charge son nouveau loyer de 550 €, une aide inestimable pour la retraitée qui ne touche pas plus de 680 € par mois. Problème, cela ne devrait pas durer. À partir du 1er mars de cette année, c'est fini. Le remboursement n'aura plus lieu. Alors j'aimerais bien quand même que ça continue un petit peu. Parce qu'en plus sur le contrat, il y a écrit qu'ils peuvent aller jusqu'à combien d'années? Jusqu'à 3 ans sur le contrat. Et là, ils vous ont dit qu'1 an d'aide, c'est ça? Oui. Alors on fait quoi comme ça? Bonne question, car si on s'y penche d'un peu plus près, la situation est presque irréaliste. L'ancien appartement de Jocelyne est toujours inhabitable, comme le stipule l'arrêté de la mairie datant du 15 octobre dernier. Les désordres observés présentent un risque pour sa solidité. Cette situation a donc justifié la décision d'un maintien par la commune de l'arrêté d'évacuation de l'immeuble. Dès qu'elle apprend la nouvelle, Jocelyne s'empresse de contacter son assurance pour prolonger son aide. Contactée le 20 octobre 2021, elle attend encore aujourd'hui leur réponse. Surtout que cela ne s'arrête pas là. Jocelyne tient à nous lire un mail, cette fois-ci envoyé quelques jours plus tôt. Je vous ai envoyé une demande en octobre pour la continuité de la prise en charge des loyers. À ce jour, je n'ai aucun retour de votre part. Au total, plus de 100 jours d'attente, plusieurs mails et appels, toujours aucune réponse de l'assurance. Nous décidons à notre tour de tenter notre chance et vous allez voir que la tâche n'est pas si simple. Bonjour et bienvenue. J'ai quelques questions à vous poser. Après avoir composé un premier numéro, nous tombons sur une boîte vocale. Quelques questions et la conversation coupe court. Entendu. Votre demande est enregistrée. Elle est envoyée à un gestionnaire sinistre qui va la traiter dans les meilleurs délais. Au revoir et à bientôt. Vous pouvez raccrocher. Alors que ce numéro est nommé comme une ligne directe, impossible d'avoir une personne de l'assurance au bout du fil. Maxime, c'est le conseiller en charge de notre dossier. Et après plusieurs longues minutes de recherche, nous arrivons enfin à avoir quelqu'un au bout du fil. Oui, bonjour, ce serait possible de parler à Maxime, s'il vous plaît, de
Nice? Alors, je peux pas vous mettre en relation. Encore une fois, impossible de parler ou même d'avoir un rendez-vous avec le conseiller. Mais nous ne sommes pas au bout de nos surprises. Alors, du coup, parce que là, effectivement, je vois pas de Maxime dans le dossier. Alors, ne quittez pas un instant, je vous mets en relation avec le service sinistre, je vous remercie. Merci beaucoup. En plus de nous diriger une nouvelle fois, nous apprenons que Maxime ne serait pas en charge du dossier. Seulement, sur les échanges de documents, il est mentionné noir sur blanc que cet homme est notre conseiller. C'est très énervant. Mars, c'est bientôt là. Bah oui. Ah. Voilà, accroché. Après presque d'une heure, nous n'avons toujours pas plus d'informations sur le dossier de Jocelyne et la non-réponse de l'assureur. Nous avons également envoyé un mail à l'assurance, à ce jour sans réponse. Pourtant, si rien ne change d'ici le 1er mars, Jocelyne n'aura pas assez d'argent pour payer son loyer et se retrouvera à la rue. Face à l'inaction des assurances, ils ont décidé d'agir par leurs propres moyens pour venir en aide aux sinistrés. Ils n'ont attendu personne pour reconstruire leur vallée. Alors, on va marcher un petit peu, une dizaine de minutes pour rejoindre le chantier. Les WES en balade. Les WES, ou les Week-ends solidaires, sont un collectif de 60 bénévoles qui viennent en aide à un sinistré chaque samedi. C'est la tempête Alex. Là c'est le drone qui a complètement débordé. Il en reste ça de la maison. Ouais, ça lui a gratté les fondations. Hein. C'est pour ça qu'on est là, voilà. Mind your step, mind your step. Donc là, on est où? Alors là, on est dans une propriété qui vient d'être achetée par quelqu'un qui a tout perdu, son outil de travail et sa maison. Et en fait, il a pu racheter ça, il va pouvoir le rénover, il va en faire son atelier. Et nous, on va l'aider à... c'est un terrain qui n'a jamais été défriché depuis longtemps. Voilà, donc ça sera notre mission d'aujourd'hui. Venir en aide à Christophe, c'est leur mission du jour. Habitant de Saint-Martin-Vésubie, le quinquagénaire n'a plus d'activité depuis la tempête qui a emporté son atelier d'ébéniste. J'ai vu certaines personnes quand ils sont passés ce matin, ils disent oh là là. Et en fin de compte, c'est impressionnant. Ce nouvel atelier représente pour lui un dernier espoir. Mais seul, impossible de tout rénover. La vue se dégage pour Christophe, qui commence à imaginer sa nouvelle ébénisterie. Donc voilà, ça sera le futur atelier. Rebondir, Christophe ne l'aurait jamais imaginé après avoir vécu un tel drame. Je peux vous montrer des photos de ce que c'était. La maison, elle s'est décrochée du terrain, elle a flotté, puis elle a explosé dans le temps. Et tout est parti. Et maintenant, c'est... Je vais vous montrer ce qui reste. Il ne reste rien. Et une heure avant, j'étais dans les lieux, dans l'atelier avec ma fille. Et j'aurais été tout seul, je crois que j'aurais fait journée continue et je serais peut-être plus là. Et ça fait combien de temps que vous n'avez plus d'atelier du coup là? Depuis le 2 octobre. Et comment vous faites alors? Eh bien, depuis le 2 octobre, je suis à l'arrêt, l'entreprise elle est en stand-by et je travaille pas. Je veux dire, il faut le minimum d'outillage pour travailler, je peux pas... Comme j'ai tout perdu, pour l'instant, je fais rien. Enfin, je fais rien. Je rebondis pour pouvoir me réinstaller après, quoi. Enfin bon, de toute façon, c'est du passé. Maintenant, je rebondis, je repars, j'ai un nouveau projet. Bon, on verra bien. Reconnaissant de cette aide, Christophe et les WES s'activent avant la tombée de la nuit. Christophe, puisque toi tu es un mec, voilà. Donc si tu veux, quand on va couper, la plupart, on va tout mettre au feu. On en fait qu'un pour commencer, après on va peut-être en faire un second. D'ici quelques minutes, on va pas pouvoir rester très près du feu, je pense. Et la température va s'élever naturellement. Travailler dans la joie et la bonne humeur, c'est la seule règle au sein des WES. Eric, est-ce qu'il y a des bras costauds là? Ils vont monter, ils vont descendre, mais le chemin d'accès devrait rester celui-là. 6 heures plus tard, la propriété commence à reprendre forme. Un nouveau départ se dessine pour Christophe. C'est impressionnant. Je ne pouvais pas s'imaginer
En une journée avec 50 personnes, on pouvait faire autant de choses. C'est le jour et la nuit. Là, tout seul, j'aurais mis 3 mois, tout seul. Bon, là, bougez pas. Les bras. Jean-Pierre et Jean-François, inséparables, se reconstruisent dans leur nouvel appartement. Sébastien O'Laran, déterminé, ne lâche rien pour faire revivre la vallée. Jocelyne, pleine d'espoir, se bat pour continuer à être indemnisée par l'assurance.